Bonjour à tous et bienvenue dans ce séminaire de restitution du projet optimisation des travaux sylvicoles post-tempête. Du coup, je vais commencer par vous parler un petit peu de comment va se passer ce webinaire. Donc, dans un premier temps, je vais faire plusieurs présentations de différents axes du projet. Durant ces présentations, vous n'allez pas pouvoir participer directement. Vous pourrez par contre utiliser le panneau de configuration de l'application GoToWebinar pour poser des questions via deux outils. Donc, il y a l'outil Chatter pour discuter directement avec les organisateurs et on pourra répondre à vos questions. Et également, il y a l'outil questions qui va vous permettre de poser des questions auxquelles on pourra répondre ou en privé ou pour tous les participants. Ensuite, la présentation sera entrecoupée de plusieurs temps de questions durant lesquels vous pourrez aussi utiliser l'outil questions et vous pourrez également éventuellement parler directement et interagir directement via votre micro si vous voulez. Donc voilà, maintenant je vais laisser la parole à Éric Lacombe pour discuter des enjeux du projet. Bonjour à tous, je ne vais pas intervenir très longtemps, mais juste rappeler quelques objectifs généraux du projet qui est né après la tempête de 99. Et puis le but était de suivre dans le temps, donc c'est ça l'originalité du projet, dans le temps, donc sur plusieurs dizaines d'années, ce qui allait advenir en termes de régénération naturelle après un phénomène de tempête. Donc aujourd'hui, ce webinaire a pour objectif principal de présenter un certain nombre de résultats et aussi ce que l'on peut en tirer en termes de conseils de gestion dans certains cas. Donc ça, c'est l'objet du webinaire aujourd'hui. Pour nous, c'est un point d'étape important, c'est-à-dire que la crise sanitaire nous a empêchés évidemment de faire un séminaire en présentiel et aussi d'interagir, de pouvoir interagir avec des gestionnaires, avec des propriétaires, etc. autour de ces questions. Et donc, l'objectif aussi de ce webinaire, c'est de vous permettre, par rapport à ce qui va être exposé aujourd'hui, et comme ça sera rappelé plus tard, par rapport au guide qui va être mis en ligne à compter du 2 novembre, dans une version provisoire, de nous faire part de vos réflexions, de vos questions et des améliorations qui pourraient être apportées. Sachant que, pour ce qui concerne ce projet, donc la version finale de tous ces documents est visée au mois de janvier 2021. Et donc la période novembre-décembre, eh bien, on souhaiterait que ça soit aussi une période d'échange avec les lecteurs de cette première version, de façon à pouvoir la modifier, l'améliorer en fonction de vos questions, de vos remarques, etc. Donc, double objectif, présentation des résultats, et puis vous donnez la parole dans un premier temps en direct, et puis surtout, si je puis dire, vous donnez aussi la parole par mail, plutôt pour nous inciter à modifier ou à préciser un certain nombre de choses dans les 2 mois qui viennent. Donc ça, c'était pour bien situer ce webinaire aujourd'hui. Ce que je voudrais aussi dire, c'est que ce projet, il a été monté par plusieurs partenaires. Donc les partenaires principaux ont été outre AgroParisTech, l'Office national des forêts, le Centre national de la propriété forestière et puis l'INRAE, donc notamment du site de Champenoux à côté de Nancy. La plupart des représentants des partenaires, là je vois Pierre Gonin, Cyril Vitu, Lucie, etc., sont également en ligne. Donc, s'il y a des questions dans les phases de questions de ce webinaire qui peuvent les intéresser au premier chef, évidemment, ils seront largement les bienvenus pour répondre. C'est pas Lisa et moi qui allons simplement répondre, mais c'est bien tous les partenaires du projet. Donc, c'est un projet donc multipartenarial, et ça depuis le début. Hein. Donc, ce projet a débuté en 2002. Là, on est en 2020, et voilà, c'est un projet qui, dans le temps, a associé ces mêmes partenaires autour de la table.
ce que je voulais aussi dire, c'est que ce projet, eh bien, il a été constitué par 3 campagnes de mesures, par des traitements de données, etc. Et évidemment, on n'a pas pu réunir autour de la table virtuelle toutes les personnes qui ont participé à ce projet, mais il faut savoir qu'il y a eu de nombreux salariés, de nombreux stagiaires, des thésards, etc., qui ont contribué depuis les premières campagnes de mesures jusqu'à aujourd'hui à faire que effectivement on a aujourd'hui des résultats. Et donc je les associe au moins virtuellement à tout ce travail. Et je voulais les remercier particulièrement du temps qu'ils y ont passé, de nombreuses journées de mesures et de traitement de données. Et je pense que tout le monde a sa place dans ce projet. Je terminerai mon intervention en remerciant le ministère de l'Agriculture, donc qui, depuis le début, donc depuis les premières campagnes, a financé ces observatoires et ces traitements de données. Et particulièrement les CERFOB. Donc Isabelle Wurtz est avec nous aujourd'hui, mais tous les CERFOB dans le temps ont toujours soutenu ce projet. Et si cette phase finale qui nous réunit aujourd'hui a été financée dans le cadre de du projet sur l'amont forestier en 2017, il y a eu aussi les financements des autres campagnes. On verra tout à l'heure en 2005, en 2009, en 2002, etc. Donc qui se sont succédés et à chaque fois le ministère a été au rendez-vous. Et donc un grand merci pour cela, et surtout au service donc Lorraine et Alsace au départ, et puis Grand Est aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous dire. Et donc je propose de passer la parole à Isabelle Wurtz, donc CERFOB Grand Est, peut-être pour ajouter quelques mots sur peut-être les objectifs ou la façon dont le ministère voit un peu les choses sur ce projet. Voilà, je vous passe la parole. Merci, merci Eric, merci Lisa pour cette introduction. Effectivement, vous l'avez rappelé, le ministère de l'Agriculture a été présent depuis le début dans ce projet qui a pour objectif de tirer les enseignements des crises. Et juste pour resituer en tout cas la dernière phase de cette aide, c'était effectivement cet appel à projet innovation pour l'amont forestier de 2017, qui a permis d'ailleurs en Grand Est de sélectionner 5 projets. Donc la région avait été plutôt bien dotée avec 15% de l'enveloppe nationale et donc un taux de financement de 50%. Donc c'est emblématique de nos objectifs au niveau à la fois du programme national de la forêt du bois, mais aussi décliné maintenant régionalement, le programme régional de la forêt du bois, de la volonté d'acquérir de la connaissance pour mieux réagir, en particulier aux crises et à cet objectif et nécessité d'une adaptation des forêts aussi au changement climatique. Donc le contexte actuel me fait dire que non seulement on a un vrai intérêt à tirer des enseignements de ces crises qui sont toujours très perturbantes, mais qu'on est toujours confronté même à de nouvelles crises dans des contextes qui sont parfois moins brutales, mais plus dans la longueur et qui posent tout à fait les mêmes types de questions, de comment reconstituer nos forêts, avec quelles essences, à un coût optimal, comment préparer les propriétaires à budgéter au mieux ces investissements initiaux importants. Voilà, comment tirer profit de la régénération naturelle quand elle existe. Donc, je crois que ces travaux au long cours qui montrent bien aussi qu'au rythme de la forêt, on avance dans le temps, dans la durée, ont besoin de ces campagnes, de mesures longues, ensuite de ces traitements de données pour pouvoir en tirer des enseignements qui même si voilà la crise des scolites aujourd'hui par exemple nous met dans des contextes finalement assez similaires et on peut s'attendre à des dépérissements malheureusement qui risquent de s'accentuer, nous avons vraiment tous besoin collectivement de ces enseignements. Et Eric l'a rappelé, je souligne l'intérêt d'un projet multipartenarial. C'est vraiment la conjugaison des forces de chacun, en particulier partenaires publics,
privés en lien avec les organismes de recherche qui permettront d'aller plus loin dans ce transfert de connaissances. Voilà, donc je ne vais pas être plus longue et je vous assure de tout notre intérêt au niveau du ministère de ces enseignements et de la volonté de les traduire effectivement en outils pratiques pour les gestionnaires, avec tout le volet aussi formation, accompagnement qui doit avoir derrière, et on sera attentif dans cette phase aussi de relecture avant la version finale. Merci beaucoup. On va passer à la partie présentation. Donc, c'est Lisa Laurent, qui est chargée de mission depuis bientôt 3 ans sur le projet qui va essentiellement intervenir. Juste auparavant, je vais peut-être faire un rapide présentation des intervenants partenaires du projet qui sont en ligne avec nous. Donc, vous l'avez compris, la DRAF nous a accompagnés dans ce dossier, donc Isabelle Wurth, CERFOB. Il y a également Eric Karcher qui travaille donc au CERFOB, qui nous a souvent accompagnés dans nos comités de pilotage. Donc, merci à lui d'avoir pu nous rejoindre. Dans les partenaires, donc, vous avez le CNPF, aussi bien le CNPF Grand Est, donc Cyril Vitu, merci d'être en ligne, et Pierre Gonin, donc de l'IDF, qui est également en ligne. Et puis donc pour la forêt publique, l'ONF, donc Vincent Boulanger, également en ligne, qui va nous accompagner. Et puis je salue aussi Lucie Ditz, qui a fait sa thèse en parallèle avec ce projet, donc sur des aspects un peu plus scientifiques, et qui a abouti à des publications d'articles très intéressants. Donc là aussi, c'était intéressant d'avoir ce volet scientifique adossé à une partie plus technique du projet. Ça fait aussi son originalité et sa force. Donc, tous ces intervenants sont à votre écoute. N'hésitez pas à utiliser le chat ou le service de questions. Moi, je garderai un œil attentif, ça va être mon rôle sur cette partie-là pendant que Lisa fait la présentation. Et puis, j'essaierai au fur et à mesure du fil de la présentation de regrouper les questions peut-être par thème. Et puis ensuite, les intervenants, Lisa fera des pauses dans sa présentation à plusieurs endroits. Et donc, avec les intervenants, on essaiera de répondre aux questions que vous pourrez nous poser. Donc, surtout, n'hésitez pas. Je sais que le format est peut-être moins interactif qu'un exposé en salle, mais on va essayer de s'en tirer quand même. Et donc, n'hésitez surtout pas à nous envoyer vos interrogations ou vos remarques. Merci et je passe la parole à Lisa Laurent pour l'exposé. Alors, vous devriez normalement avoir accès à la présentation au support PowerPoint. Du coup, je vais vous présenter rapidement le déroulement du webinaire. Donc, je vais commencer par parler rapidement de l'observatoire qui a servi de base à ce projet, étant donné qu'il fait l'objet d'un PowerPoint commenté qui est disponible sur la page web du projet. Je ne vais pas m'attarder vraiment sur cette partie-là. Je vais juste rappeler rapidement les principales caractéristiques, spécificités de cet observatoire. Et je vous invite, si vous êtes intéressé par plus d'informations sur le protocole, sur le design de l'observatoire, d'aller voir ou revoir ce PowerPoint commenté. Ensuite, on va passer sur une partie qui est plus de la description de la dynamique globale de la reconstitution des peuplements sinistrés, pour ensuite aller sur un focus vraiment sur les peuplements dévastés, avec une description de la dynamique spécifique de ces peuplements, également une description de la caractérisation de l'acquisition de ces régénérations, et pour finir sur la construction du guide de conseil sylvicole qu'on vous propose ensuite. La partie numéro 4, ce sera plutôt sur la reconstitution des peuplements mités. Elle sera beaucoup plus rapide que la partie sur la reconstitution des peuplements dévastés. Pour finir, on finira par un petit sondage durant les 5 dernières minutes. Voilà. L'observatoire. L'observatoire, il est constitué il suit des trouées qui vont de 85 mètres carrés à plusieurs centaines d'hectares. Cette diversité de taille de trouées va aller de pair avec une diversité de sylvigénèse. Et donc, l'observatoire va être
découpés en 2 sous-observatoires. Donc, le premier sous-observatoire, ça va être l'observatoire des peuplements dévastés. Donc, lui, il comprend des trouées qui ont une surface supérieure à 2 hectares et qui est des peuplements qui sont impactés à 90% du volume sur pied. De l'autre côté, on a l'observatoire des peuplements mités, que j'appellerai plus tard OPM, donc qui lui concerne des petites trouées qui vont de 85 mètres carrés à 1 hectare. Et des peuplements qui sont donc sinistrés mités, donc entre 10 et 50% de la surface va être touchée. Deuxième caractéristique, ces observatoires ont été installés après le passage des tempêtes Lothar et Martin de décembre 1999 et ils ont été, comme Eric l'a dit, suivis dans le temps. Donc, on a eu plusieurs campagnes de mesure après l'installation. Donc, ils ont été installés en 2002 ou 2005 selon l'observatoire et ont été remesurés une deuxième fois, puis une troisième fois en 2018-2019. Ces dispositifs qui sont suivis, ils nous ont permis de suivre la libre évolution des forêts sinistrées, c'est-à-dire la régénération naturelle. Et c'est à partir de ce suivi, cette caractérisation de la dynamique de régénération naturelle qu'on va pouvoir définir des travaux qu'on peut conseiller pour avoir une acquisition de la régénération 20 ans après tempête qui va être satisfaisante. Donc, cette libre évolution, elle est suivie à l'échelle du territoire français métropolitain. Donc, sur le graphique ici, enfin, sur la carte ici, vous pouvez voir en grisé tous les départements qui ont été impactés par les tempêtes. Et on voit qu'on a des dispositifs sur l'ensemble de ces 2 couloirs. 2 choses à noter, 2 choses d'intérêt. La première, c'est que il y a une grande concentration de dispositifs dans le quart nord-est, que ce soit pour l'Observatoire des peuplements dévastés, mais surtout pour l'Observatoire des peuplements mités, où on a uniquement des sites dans ce quart nord-est. Donc, les peuplements mités sont représentés par des triangles sur la carte et les dispositifs du peuplement dévasté par des ronds. Donc, voilà. Il y a eu 114 sites 114 OPD qui ont été remesurés sur les 186 qui ont été installés après la tempête. Et pour l'OPM, on a 71 trouées qui ont été suivies, qui ont été remesurées en 2018 sur les 107 qui ont été installés au départ après les tempêtes. Donc, cette perte, si on veut, de sites, elle est notamment due au fait que certains sites ont été travaillés, donc il n'est plus possible d'étudier, de suivre la libre évolution. En plus de cette distribution spatiale assez large, l'intérêt de l'observatoire, c'est qu'il va suivre plusieurs gradients écologiques. Les principaux gradients qu'on va avoir dans l'observatoire, ça va être un gradient de fertilité des sols, un gradient altitudinal, et aussi on va suivre des sites sur plusieurs types de peuplements antécédents qui vont du plan maritime à la hêtraie en passant par des épicéas. Maintenant, je vais vous parler rapidement des dynamiques globales qu'on a observées au sein de la régénération des peuplements sinistrés. Donc, dans ce graphique-là, vous pouvez voir pour différentes campagnes de mesure, ici, la densité de semis, donc de plus d'1 an. Et ce qu'on voit, on va voir plusieurs choses. La première chose qu'on va voir, c'est que pour les grandes trouées, donc qui sont en vert foncé ici, on a une densité qui va être beaucoup plus faible que pour les petites trouées qui sont en vert clair. Et ça, c'est valable pour chacune des campagnes de mesure. Les explications potentielles de ces dynamiques, ça va être peut-être une compétition par la végétation accompagnatrice qui pourrait être plus forte dans les observatoires des peuplements dévastés, donc dans les grandes trouées, avec un plus fort apport en lumière. Également, un effet de la disponibilité en graines, les graines seraient potentiellement plus disponibles dans les petites trouées où la distance à la lisière est beaucoup plus faible que dans les grandes trouées de l'Observatoire des peuplements dévastés. Ensuite, ça pourrait également être imputable à la régénération préexistante qui pourrait être abîmée suite à l'exploitation qui a lieu dans les grandes trouées. De même, l'exploitation dans les grandes trouées peut aussi limiter l'installation de la régénération via la modification des conditions environnementales, par exemple le tassement lors du passage des engins. La deuxième chose qu'on voit sur ce graphique,
ça va être que pour l'observatoire des peuplements mités, donc pour les petites trouées, on va avoir une tendance à avoir une petite augmentation lors de la deuxième campagne qui est suivie par une grosse diminution de la densité. Donc, cette diminution de la densité en 2018, on peut penser qu'elle peut être en partie due à la forte densité qui était présente lors des premières campagnes et que du coup, ces fortes densités pourraient se traduire par une forte compétition inter- et intraspécifique lumineuse qui induirait cette diminution progressive au cours du temps de la densité. En 2018, là, on a une image de la régénération de l'ensemble des semis. Donc, on a pris tous les individus de plus d'1 an, mais on peut s'interroger et essayer de voir ce qui se passe sur les individus avec un plus gros diamètre. Est-ce qu'on a le même patron qui va être visible? Donc, c'est ce qu'on voit sur ce graphique ici, donc qui correspond à l'Observatoire des peuplements dévastés ici, l'Observatoire des peuplements mités en vert clair. Et ce qu'on voit, c'est la densité d'arbres de plus de 5 cm de diamètre à hauteur de poitrine. C'est-à-dire qu'on a mis un seuil à 5 cm de diamètre à hauteur de poitrine et on a compté plus que les semis qui dépassent ce seuil. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a une tendance inverse à celle qu'on avait quand on prenait en compte la densité de tous les semis de plus d'1 an. En effet, on voit que dans l'Observatoire des peuplements dévastés, on a 5 fois plus en moyenne de tiges de plus de 5 cm de diamètre à hauteur de poitrine que dans le peuplement, que dans les trouées mitées. Bon, autrement dit, on peut voir aussi ça d'une autre façon, c'est que si on prend les arbres de plus de 5 cm de diamètre pour l'Observatoire des peuplements dévastés, on va prendre 36% des individus qui ont été inventoriés. Alors que pour l'OPM, si on prend ce seuil de 5 cm de diamètre à hauteur de poitrine, on va plus prendre en compte que 7% des individus. Donc cette différence, elle peut être en partie imputable à une différence de croissance qui va être dans les petites et dans les grandes trouées, avec une plus faible croissance dans les petites trouées, qui pourrait être en partie s'expliquer par la moindre disponibilité en lumière dans les petites trouées et également par la moindre présence d'une régénération préexistante dans ces petites trouées. Maintenant, si on s'intéresse aux différentes variables qui vont pouvoir influencer la densité de ces tiges de plus de 5 cm de diamètre à hauteur de poitrine dans les trouées post-tempête. Donc là, le graphique que vous voyez parle de la nature du peuplement antécédent. Soit elle est feuillue en vert, soit c'était des anciens épicéates pleines ou des résineux introduits en marron ou des autres résineux en marron foncé. Donc, et ce qu'on voit, c'est qu'il va y avoir une densité qui va être plus faible dans les anciens peuplements résineux que dans les anciens peuplements feuillus. Donc, cet écart entre les anciens peuplements résineux et les anciens peuplements feuillus, on peut l'expliquer peut-être en partie par un retard total, global d'installation de la végétation sous ces anciens peuplements résineux, qui va se voir sur ce graphique qui apparaît en bas à droite du support PowerPoint. Donc, on va voir deux choses sur ce graphique. Donc, on a donc les peuplements antécédents feuillus toujours en vert et antécédents résineux en marron. Et on va voir l'évolution au cours du temps de la couverture de la strate basse, donc de la strate de 0 à 0,5 cm. Et ce qu'on voit, on voit deux choses, c'est que indépendamment de la nature du peuplement antécédent, on va avoir d'abord une petite augmentation entre 2002 et 2005 et surtout une grosse diminution en 2018. La deuxième chose, c'est que en 2002, on avait une couverture de la strate basse qui était plus forte chez les anciens feuillus que chez les anciens résineux. Et cette tendance va s'inverser en 2018, où la couverture de la strate basse va être plus forte sous les anciens résineux que sous les anciens feuillus. Donc ça confirme potentiellement un retard global d'installation de la végétation, avec un décalage dans le temps. Maintenant, on va s'intéresser à la correspondance entre l'essence principale du peuplement antécédent, qui est donné ici en axe des X,
et l'essence principale de la régénération post-tempête, qui correspond aux couleurs qu'on va retrouver dans les barres. Donc, c'est un nombre de sites. Et ce qu'on voit, on va voir plusieurs choses. On voit déjà qu'il n'y a pas une correspondance systématique entre l'essence principale du peuplement antécédent et l'essence principale de la régénération post-tempête. Notamment, on remarque plusieurs choses, c'est que effectivement, lorsque le peuplement antécédent était une hêtraie, on a dans 80% une essence principale de la régénération qui est effectivement du hêtre. Mais ce n'est pas tout le cas pour d'autres essences principales des peuplements antécédents, qui, par exemple, les anciennes chênaies, ici, qui ne sont absolument pas, qui n'ont jamais comme essence principale de la régénération le chêne. Ou bien encore pour le sapin, où seulement 30% environ des sites vont avoir comme essence principale de la régénération le sapin. Donc, la régénération 20 ans après tempête. Autre chose qu'on peut voir aussi sur ce graphique, c'est qu'un certain nombre de sites avec un peuplement antécédent résineux vont avoir une essence principale de la régénération qui va être feuillue. Vous pouvez le voir ici. Deuxième point sur ce graphique va être facile à voir avec le bouleau, donc qui est représenté en jaune sur le graphique. C'est que après une grande perturbation comme une tempête, on peut s'attendre à une remise à zéro de la succession forestière avec apparition d'espèces pionnières. Et c'est ce qu'on voit dans un certain nombre de sites, donc, qui sont visibles en jaune, comme je venais juste de le dire. Mais il y en a également d'autres qui ne présentent pas du tout cette dynamique-là et qui vont avoir plutôt des espèces de fin de succession. Donc, cette différence qu'on peut observer de dynamique en fonction des sites, elle peut être imputable à plusieurs choses, notamment par exemple la présence d'arbres relictuels pionniers qui permettraient d'avoir des graines, la disponibilité en graines. Également, le pH, la nature du peuplement antécédent aussi semble jouer un rôle dans cette proportion de pionniers. Également, la présence d'une régénération pré-tempête qui serait post-pionnière, qui serait non pionnière, qui pourrait expliquer ça. Également, la surface de la trouée, avec des études qui ont montré qu'il fallait une trouée suffisamment grande pour avoir des pionniers qui vont s'installer. Voilà. Maintenant, la question qu'on peut se poser, après avoir étudié la correspondance entre l'espèce principale de la régénération et l'espèce principale du peuplement antécédent, c'est est-ce que 3 ans après tempête, la composition de la régénération qu'on va observer, elle va être représentative de ce qu'on va observer 20 ans après tempête. Alors, pour étudier ça, on va regarder la proportion d'espèces. Donc, ici, dans le graphique que vous voyez, la proportion de bouleaux, son évolution au cours du temps. En sachant qu'en 2002 et 2005, on va prendre tous les semis, donc de plus d'1 an. Et en 2018, on va voir cette proportion uniquement dans les arbres de plus de 5 cm de diamètre à hauteur de poitrine. Et ce qu'on voit, c'est donc 3 types de trajectoires temporelles. On a déjà des espèces qui vont avoir une proportion dans la régénération qui va augmenter au cours du temps. C'est-à-dire que la proportion en 2018 dans la strate de plus de 5 cm de diamètre à hauteur de poitrine va être plus forte qu'elle était au départ, juste après tempête. C'est le cas pour le bouleau, donc qui est une essence pionnière, et sa croissance rapide pourrait expliquer ce phénomène. Notamment aussi l'héliophilie des semis, puis la grande capacité de dispersion du bouleau. La deuxième type de trajectoire qu'on va observer, c'est des espèces dont la proportion dans la régénération va rester à peu près constante au cours du temps. C'est le cas par exemple pour le chat, pour le hêtre, pour l'épicéa ou bien pour le pin sylvestre également. La troisième trajectoire, ça va être les espèces dont la proportion va diminuer au cours du temps. Elle va être plus faible en 2018 qu'elle l'était lors des premières campagnes de mesure. C'est le cas pour le sapin, l'érable pseudoplatanus, le frêne et également les chênes. Donc, ce qu'on peut penser comme mécanisme à l'œuvre derrière cette diminution de proportion, ça peut être des choses comme la compétition avec des espèces d'autres essences qui pourraient être très compétitives, comme par exemple le hêtre.
Également, ça pourrait être dû à des mortalités suite à des problèmes sanitaires, notamment pour le frêne avec la calarose. On suspecte également un fort effet de l'abrutissement par les cervidés, avec peut-être une appétence différente des différentes espèces qui pourrait expliquer ces modifications de proportion au cours du temps. Avec par exemple des espèces comme le sapin ou le chêne qui sont très appétantes et qui auraient tendance à diminuer du coup dans la régénération. Voilà, du coup, on va passer à la première petite partie questions-réponses. Donc, je laisse la parole à ceux qui ont des questions. Oui, il y a eu quelques questions qui sont arrivées. Donc, il y avait une question sur de quelle tempête parle-t-on. Donc, on est bien d'accord que le projet restitue les résultats post-tempête 1999. Donc, c'est vrai que c'est assez important de le souligner parce qu'elle avait certaines caractéristiques. Hein, c'est une tempête d'hiver. Avec des sols qui étaient assez chargés en eau, etc. Donc, sans doute que des résultats comme ceci peuvent pas être complètement extrapolables en copier-coller d'une tempête à l'autre. Néanmoins, il faut quand même voir que le régime habituel hein, des vents forts sur la forêt française, c'est quand même plutôt ces tempêtes-là qui sont à craindre. Même s'il peut y avoir des coups d'orage l'été. Mais effectivement, on s'inscrit dans une grande tempête d'hiver. Hein. Donc il y avait ça. Ça me fait penser que je rappelle qu'on n'a pas prévu de passer beaucoup de temps sur la description des observatoires et des protocoles mis en œuvre, puisque sur le site du projet, et je crois que c'était dans l'invitation webinaire, il y a un montage commenté sur justement les protocoles utilisés, la façon dont l'échantillon a été choisi, etc., etc. Donc pour le webinaire, afin de soulager un peu les temps de parole, on avait choisi de ne pas en parler hein, et de renvoyer sur ces présentations qui sont en ligne sur le site du projet. Hein. Alors oui, quand on parle aussi, il y a une autre question sur de quelle chaîne parle-t-on? Oui, quand il n'y a pas de précision derrière, c'est essentiellement chaîne sessile et pédonculée. Il y a quelques sites situés plus vers le sud de l'observatoire, sa partie nationale, où il y a du chêne pubescent, mais c'est extrêmement ponctuel, donc il n'y a pas de conclusion hein, sur les chênes méditerranéens ou sur les chênes un peu plus sudistes. Ce dont on parle là, c'est essentiellement donc des questions qui intéressent les chênes sessiles et pédonculés. Faut savoir que dans l'observatoire, cette distinction a parfois été difficile à faire, puisque quand on fait les relevés de semis, l'identification certaine entre les deux, quand elle a pu être faite, a été réalisée. Par contre, je dirais par honnêteté, quand les opérateurs n'arrivaient pas à distinguer l'un ou l'autre, il y a eu des chênes indéterminés qui ont été pointés.
Alors, il y a plusieurs questions là qui nous arrivent, donc on va essayer de répondre rapidement. Je passerai peut-être la parole à certains autres intervenants sur certaines questions. Alors, il y en a qui sont assez factuelles, ça tourne autour de l'influence des cervidés par rapport aux observatoires. Donc, il y a très peu de sites, je crois qu'il y en a 3 ou 4 qui ont été mis en enclos, hein, l'observation portant essentiellement sur des sites non protégés. Simplement, quand l'observatoire a été installé les premières années, on a essayé aussi de pas mettre des sites dans des situations où il y avait trop de cervidés, où le déséquilibre était important. Il y en a quand même quelques-uns. Hein, pour ceux qui connaissent un peu la région du Quart Nord-Est, c'est clair qu'il y a quelques sites qui sont aux alentours du Donon, plutôt à basse altitude, mais c'est vrai que là, on est sur un massif assez fréquenté par les cervidés. Donc oui, il peut y avoir des influences des cervidés, très difficiles à quantifier en ce qui concerne le nombre d'animaux, bien entendu, sur des petits sites comme ça. Par contre, lors des campagnes de mesure, l'abrutissement a été noté, hein, sur les semis. Donc, on a effectivement une idée de la consommation, et il y en a, hein, sur les essences appétantes. Donc ça, c'était ce qui tournait autour des cervidés. Je crois qu'il y avait aussi des questions qui tournaient autour donc du changement climatique. Alors, ça, je vais peut-être vous proposer de réserver peut-être ce temps de débat aussi à la fin, parce que c'est une question un peu générale sur l'ensemble des dispositifs et peut-être sur la suite. Par contre, il y a peut-être que Lucie, très rapidement, pourrait nous dire sur l'Observatoire des peuplements dévastés, ce qu'on a observé en matière d'influence du changement climatique. Très rapidement, si c'est possible, Lucie. Oui, alors je vais essayer de faire rapidement. Après, moi, j'ai pas vraiment sur le point changement climatique, j'ai pas vraiment séparé OPD OPM. J'ai fait vraiment une analyse combinée des deux observatoires pour en fait pouvoir évaluer l'effet de la surface de la donc Lucie pourra pas nous en parler. C'est une des choses qui a été regardée du point de vue un peu plus scientifique et qui a fait l'objet de publications, hein, sur que se passe-t-il dans les trouées, notamment des peuplements dévastés, avec le changement climatique. C'est-à-dire que est-ce qu'au final, la végétation qui apparaît traduit quelque part le changement climatique qui est en cours, hein. Et donc, effectivement, il semblerait qu'il y ait bien un effet de thermophilisation, donc un peu plus de chaleur, si je puis dire, et que la végétation qui s'installe dans les trouées reflète en partie seulement cette évolution. Donc oui, il y a un effet changement climatique en cours. Il a un effet sur les cortèges en place, et il semblerait aussi que les grandes trouées, accélèrent un peu ce phénomène. C'est-à-dire qu'on a un décalage un peu plus marqué dans les grandes trouées vis-à-vis du réchauffement entre guillemets ou de son effet sur les cortèges floristiques et ligneux. J'aurais préféré que Lucie en parle parce que c'est l'objet de l'article qui a été publié dans Global. Vous m'entendez pas? Je crois qu'on ne t'entend pas, Lucie. Donc, Vous m'entendez? On y reviendra peut-être plus tard. Hein. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Vous m'entendez pas parce que j'essaie de parler. On la voit, mais on ne l'entend pas. J'entends un côté DRAF, par exemple. On y reviendra plus tard, Lucie. D'accord. D'autres questions, je ne sais pas. Après, il y a des questions sur l'effet des rémanents. Ouais. Alors, il y a une question sur l'effet des rémanents. C'est quelque chose, effectivement, qui a été noté dans les observatoires. Hein, sur chaque site, il a été noté l'encombrement, le type d'encombrement, etc., des rémanents. Pour l'instant, dans les analyses que l'on a fait, ça ne sort pas comme un facteur significatif fort des compositions ou des densités de régénération.
Alors, est-ce que c'est parce que l'échantillonnage comporte peu de sites très encombrés? Il y en a quelques-uns dans des réserves biologiques intégrales, mais très peu. Hein, donc, peut-être qu'on n'a pas un gradient qui est suffisamment exprimé, ou peut-être que d'autres facteurs masquent un peu cet effet qui est peut-être assez faible au final. Il y avait d'autres questions? Il y a une question aussi sur... on observe actuellement une glandée importante, y compris dans les coupes rares. Ouais. D'après le tableau, on ne pourra pas compter dessus, puisqu'au bout de 20 ans, il reste que des larmes. Oui. Donc, effectivement, il y avait une question sur les glandées, notamment le fait qu'il y a eu des glandées assez importantes récemment. Alors, c'est vrai que ça pourrait influer notamment dans les peuplements mités. Hein. Bon, pour les peuplements dévastés, il reste peu de semenciers, il en reste quelques-uns, mais peu. Par contre, dans les peuplements mités, il y a souvent effectivement des chaînes autour qui continuent à ensemencer le site. Donc ça, j'y reviendrai un tout petit peu plus tard quand on parlera des peuplements mités. Mais malheureusement, c'est vrai que si les semis continuent à arriver, ça c'est, enfin, les glands continuent à arriver, il peut y avoir germination. 10 ans après le passage de la tempête, le phénomène de croissance de ces semis qui s'installent est de moins en moins efficace parce que effectivement le peuplement est envahi par les autres essences qui sont développées, notamment les hêtres, les charmes, les tilleuls, et ça fait une couverture aujourd'hui assez importante, et donc effectivement les semis ne continuent plus à s'installer, ou en tout cas ils ont une durée de vie très brève, hein, notamment pour les chênes. Voilà. Peuplement dévasté, c'est un peu différent puisqu'on a beaucoup moins de semenciers. Ah, en fait, ils ont réussi à avoir le site, c'est nous qui l'entendions pas. Bon, bah, je sais pas pourquoi. On lui redonne. Lucie, est-ce que tu peux intervenir pour compléter ce que j'ai dit? Vous m'entendez, non? Oui, on t'entend à nouveau. Ça y est, c'est bon. Ah, d'accord. Bah, alors, globalement, pardon? Vous m'entendez? Oui. Oui, c'est bon. Oui, ok. Mais je disais que globalement, tu avais de toute façon déjà bien résumé effectivement le sujet de l'article qu'on a fait sur l'effet du changement climatique sur les communautés végétales. Je rajouterais juste un petit point de précision, c'est qu'effectivement, on a testé l'effet de la taille de la trouée sur ces modifications et l'effet n'est pas significatif. Donc en fait, on n'a pas observé de thermophilisation plus importante dans les grandes trouées par rapport aux petites trouées. Donc il n'y a pas d'effet taille de trouée finalement sur nos résultats. Voilà, mais sinon effectivement on a observé une modification globale des communautés végétales vers des communautés végétales adaptées à un climat plus chaud dans l'ensemble de nos trouées, donc que ce soit sur le réseau des observatoires des peuplements dévastés et sur le réseau des observatoires des peuplements mités. Voilà. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être qu'on va... Ce que je vous propose, c'est qu'on continue sur les présentations de Lisa. Donc, il y aura d'autres coupures hein, pour les questions-réponses. Donc, pas de problème, continuez à poser des questions et à la prochaine coupure, on pourra en reprendre. Et puis, il y a peut-être des questions plus générales sur lesquelles on reviendra, notamment cette question du changement climatique et des liens que ça pourrait avoir avec les résultats et les conseils de gestion. Donc, je repasse la parole à Lisa pour la suite. Alors, du coup, maintenant, je vais parler de la caractérisation de l'acquisition de la régénération ligneuse post-tempête au sein des observatoires des peuplements dévastés toujours, donc vraiment des grosses trouées. Donc, pour construire cette grille qui nous a permis de caractériser est-ce que 20 ans après le passage des tempêtes, on a une régénération qui est acquise ou non, on l'a fait en 4 étapes. La première étape, ça a été d'évaluer la qualité potentielle des jeunes tiges. La deuxième, ça a été de sélectionner les essences d'intérêt. La troisième étape, c'est de caractériser la composition de la régénération post-tempête, 20 ans après la tempête. Et la quatrième étape,
ça a été vraiment d'utiliser les densités de tiges pour créer une grille de caractérisation et dire quand on arrive à une régénération acquise au bout de 20 ans. Je vais détailler ces 4 étapes dans les diapositives suivantes. Donc, la première, l'évaluation de la qualité potentielle des jeunes tiges. Donc, pour ça, on a utilisé l'arbre de décision que vous avez ici, avec plusieurs critères. Donc, on considère qu'une tige est sans avenir à partir du moment où elle a au moins un défaut rédhibitoire. Donc, dans le tableau à droite, vous avez la liste des principaux défauts qu'on a considérés comme rédhibitoires. À titre d'exemple, une courbure basale de plus de 40 cm ou bien une cassure de l'axe principal. Également, la présence de problèmes sanitaires comme le chancre ou la calarose et également la fourche, la présence d'une fourche, une fourche qu'on qualifie de fourche vraie puisque les 2 brins de la fourche sont quasiment identiques à une hauteur de moins de 6 mètres. Ça, c'est ce qu'on a considéré comme des défauts rédhibitoires. Donc, à partir du moment où une tige a un de ces défauts, elle est considérée comme sans avenir. Si ce n'est pas le cas, si une tige a au moins un défaut significatif, alors on va considérer qu'elle a un avenir incertain. Et c'est seulement si elle n'a aucun défaut significatif et aucun défaut rédhibitoire qu'elle va être considérée comme avenir dans le cadre de ce travail. Donc, évidemment, c'est fait seulement pour les arbres de plus de 5 cm de diamètre à hauteur de poitrine 20 ans après tempête. Donc, les défauts significatifs principaux qu'on a relevés, c'était une courbure basale comprise entre 20 et 40 cm, éventuellement la présence de frottis ou d'écorçage, pas de fourche, mais beaucoup de grosses branches, donc, sachant qu'une grosse branche pour nous, c'était une branche de plus de 3 cm de diamètre. Également une fourche de type 2, donc avec un brin qui est beaucoup plus important que l'autre, à moins de 6 mètres, et pour le hêtre, des fourches à plus de 6 mètres de haut. La deuxième chose qu'on a faite, c'était donc de sélectionner les essences d'intérêt. Donc, cette sélection, elle va dépendre de 2 choses. La première chose, de la potentialité de la station, et la deuxième chose, des exigences du propriétaire forestier. Donc, à partir d'un pool d'essences forestières qui va être présent sur un site, on a passé plusieurs filtres. Le premier filtre, c'était un filtre de potentialité des stations. On s'intéresse aux caractéristiques des essences, leur tolérance, leur résistance, pour arriver au final à un pool d'essences susceptible de fournir du bois de qualité pour une station donnée. À partir de là, on va rajouter un deuxième filtre qui est l'exigence du propriétaire et on va avoir au final 3 listes d'essences d'intérêt. La liste L1, la liste L2 et la liste L3. Donc la liste L1, c'est une liste à laquelle on va enlever les saules, les frênes, les trembles et les sorbiers des oiseleurs. La liste L2, elle est plus exigeante, on enlève les bouleaux des espèces d'intérêt. Et la liste L3, en plus des bouleaux, on enlève les charmes et les tilleuls. Donc on a 3 listes qu'on va étudier. Concernant la caractérisation de la composition de la régénération 20 ans après tempête, on a utilisé l'arbre de décision qui est présent sur cette diapositive et qui se base sur la densité de l'espèce 1. Donc l'espèce 1, c'est l'espèce qui est la plus présente dans la régénération. Et si cette espèce, elle représente plus de 80% de la densité totale, alors on va dire qu'elle est dominante. Si ce n'est pas le cas, si elle représente entre 50 et 80% de la densité totale, il va y avoir 2 cas de figure. Donc, soit la deuxième espèce la plus présente est présente à plus de 15% dans la régénération. Alors, dans ce cas-là, on va dire que l'espèce 1 est en mélange. Sinon, on va dire qu'elle est majoritaire. Ensuite, si aucune des 2 conditions précédentes n'est réunie, n'est remplie, on va s'intéresser à toutes les essences qui sont présentes à plus de 15% dans la régénération. Ici, la somme des proportions de toutes ces essences représente plus de 50% de la densité totale. On va dire que c'est l'espèce 1, l'espèce 2 en mélange. Et sinon, après, on va parler de mélange résineux si la densité des espèces résineuses représente plus de 80% de la densité totale. Pareil pour les mélanges feuillus. Donc voilà. L'intérêt de prendre en compte cette composition, ça va être d'assurer la rentabilité économique du peuplement et également de minimiser les risques en s'assurant de la présence d'un mélange ou bien s'assurer de la présence d'essences qui vont être résistantes.
c'est aussi à partir de ces compositions qu'on va pouvoir caractériser la régénération, puisqu'on ne va pas considérer qu'une régénération de hêtre va être acquise à partir des mêmes seuils qu'une régénération d'épicéa, par exemple. Donc, en effet, pour construire pour aller jusqu'à qualifier une régénération d'acquise ou pas, on a 4 catégories d'acquisition. On a une régénération acquise, une régénération acquise partiellement plus, acquise partiellement moins et très problématique, avec des catégories simplifiées qui fusionnent plusieurs catégories d'acquisition. Donc, comment concrètement on construit ça? On va se baser sur 2 grandeurs. La première, c'est ce que j'appelle dans ce tableau D5Q, qui va être l'ensemble des arbres de plus de 5 cm de diamètre à hauteur de poitrine, qui seront d'avenir, donc sans défaut sylvicole, et qui appartiendront à la liste d'essences d'intérêt, que ce soit la liste 1, la liste 2 ou la liste 3. Et à partir d'un seuil donné, si cette densité est supérieure à ce seuil donné, on va considérer que la régénération est acquise, ici. Pareil, si cette densité est inférieure à un seuil, on va considérer qu'elle est très problématique. Entre les deux, on va prendre en compte à la fois cette densité d'arbres, d'avenir et d'intérêt, et également la densité de l'accompagnement. Donc, ces seuils vont varier en fonction de la composition. La valeur absolue de ces seuils va varier pour chaque type de composition. Donc, on aura effectivement pour l'épicéa et pour le chêne pas les mêmes valeurs pour chaque seuil. Donc voilà, à savoir que les compositions types vont regrouper plusieurs régénérations, plusieurs types de régénération. Par exemple, le type épicéa, lui, il va concerner tous les sites qui sont régénérés avec comme essence principale l'épicéa, ou bien avec comme essence principale le sapin, ou encore les mélanges résineux. Donc voilà. En plus de ça, il est apparu qu'il y avait un certain nombre de sites qui vont présenter une dynamique de reconstitution lente, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir beaucoup d'arbres de plus de 5 cm de diamètre à hauteur de poitrine. Et c'est pour ça qu'on a complété cette notation avec une notion de dynamique acquise avec une dynamique lente. Donc pour ça, on va prendre en compte les arbres de diamètre à hauteur de poitrine compris entre 3 et 5 cm. Et donc si cette prise en compte fait changer le site de catégorie simplifiée, c'est-à-dire de problématique ou acquise au moins, partiellement moins de ce site, alors on va noter que ce site est acquis à dynamique lente. Donc pour vous simplifier un peu et pour donner un exemple concret, là c'est l'exemple de la grille type épicéa avec les différents seuils. Donc ce qu'on voit, c'est qu'au-delà de 1100 tiges par hectare, on va avoir toujours une régénération qui est considérée comme acquise. À l'inverse, en dessous du 380, on va avoir une régénération qui va être tout le temps très problématique. Et entre les deux, on va avoir besoin à la fois de la densité d'arbres objectifs d'essence d'intérêt et de l'accompagnement pour pouvoir caractériser cette régénération. Maintenant, concernant les résultats, donc ce qu'on voit, c'est qu'avec cette grille, on a 3/4 des sites de l'observatoire qui vont avoir une régénération considérée comme acquise si on considère comme essence d'intérêt le bouleau, le charme et le hêtre, donc dans la liste 1. Ici. Donc les problématiques sont ici et les sites acquis sont ici. Par contre, si on ne considère pas le bouleau comme une essence d'intérêt, le pourcentage va tomber à 70%. Et de même, si on ne considère pas le charme et le tilleul, dans ce cas-là, on n'aura plus que 60% des sites qui vont être considérés comme acquis. En complément de ces informations sur l'acquisition ou non de la régénération, on peut s'intéresser à d'autres notions, par exemple le degré de mélange des régénérations. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a 35% des sites de l'Observatoire des peuplements dévastés qui vont avoir une régénération de plus de 5 cm de diamètre à hauteur de poitrine qui sera monospécifique. C'est-à-dire qu'une espèce va représenter plus de 80% de la régénération. Et si on considère plus les charmes, les tilleuls et les bouleaux comme des essences d'intérêt, on n'aura plus que 61% des sites
qui vont avoir une régénération, on aura 61% des sites qui vont avoir une régénération monospécifique. En plus, on a un certain nombre de sites qui vont quand même entre 5 et 2% en fonction de la liste, qui vont avoir une essence qui va être majoritaire, donc qui représente plus de 50% de la régénération. Autre chose, on peut s'intéresser à la perte de potentiel au cours du temps dans ces régénérations post-tempête. Donc pour ça, on a caractérisé un potentiel en 2002 ou 2005, donc en fixant des seuils minimum de densité de SMI à avoir, et on a étudié est-ce que ce potentiel va être conservé au cours du temps. Donc pour le chêne, on a considéré qu'en 2002 et 2005, avoir plus de 1600 semis de chêne par hectare, c'était avoir un potentiel. Et on a donc 9 sites qui remplissent ces conditions. Et sur ces 9 sites, on en a quand même 6 qui ont conservé un bon potentiel, c'est-à-dire qui ont plus de 120 chênes à l'hectare de plus de 5 cm de diamètre à hauteur de poitrine 20 ans après tempête. Et donc, ils ont conservé leur potentiel, indépendamment de la qualité des tiges et également de la densité de l'accompagnement. De même, pour les sites qui ont un potentiel sur les feuillus précieux, donc il y avait en 2002-2005 plus de 400 semis par hectare, il y en a 73% qui ont conservé leur potentiel, indépendamment toujours de la qualité des tiges. C'est-à-dire qu'ils ont plus de 120 feuillus précieux 20 ans après tempête. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne les dynamiques lentes, on a noté qu'il y avait beaucoup plus de sites qui étaient acquis avec une dynamique lente pour les pH les plus élevés. Donc, ce qu'on peut penser qu'il y a derrière ces phénomènes-là, c'est que, par exemple, les valeurs des pH extrêmes, elles peuvent être responsables de carences pour certaines espèces qui pourraient expliquer cette croissance moindre. Également, ces pH sont associés à des sols calcaires avec des présences d'éléments grossiers calcaires ou présence de carbonate dans la terre fine dans de nombreux cas. Il s'agit majoritairement, pour information, d'anciennes hêtraies. Ensuite, on s'est posé la question de est-ce qu'il est possible de caractériser l'acquisition de la régénération 20 ans après tempête à partir d'un diagnostic simplement sur la densité des semis en 3 ans après la tempête. Donc, c'est ce que vous voyez là sur ce graphique, avec en rouge les sites qui ont été considérés comme ayant une régénération problématique 20 ans après tempête. Et en vert, les sites qui ont une régénération considérée comme acquise 20 ans après tempête. Et tout ça en fonction de la densité de la régénération naturelle post-tempête, donc 3 ans après la tempête. Et pour différentes listes, les 3 listes d'espèces d'intérêt, la liste 1 la plus à gauche et la liste 3 la plus à droite. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a un seuil qui semble être discriminant et permettre de séparer vraiment les sites qui vont avoir une régénération problématique des sites qui vont avoir une régénération acquise. Et ce seuil se situe aux alentours de 2500 semis par hectare. Bien sûr, il faut être assez prudent sur ce seuil et être assez prudent entre 2000 et 3000 semis à l'hectare, pardon. Mais on peut assez bien discriminer et comprendre ce qu'on aura 20 ans après tempête à partir d'un diagnostic simple réalisé 3 ans après tempête. Alors, pour résumer rapidement les principaux résultats concernant les peuplements dévastés, on a 3/4 des sites qui ont une régénération considérée comme acquise, donc seulement 1/4 qui ont une régénération problématique, si on considère le bouleau, le charme et le tilleul comme des essences d'intérêt. Ensuite, 35% des sites ont une régénération qui va être monospécifique. Autre point important, c'est qu'on a dans de nombreux sites besoin d'un diagnostic, besoin de faire un suivi temporel et également besoin de travaux. Donc, effectivement, caractériser et suivre la composition de la régénération après tempête, c'est nécessaire pour les gestionnaires forestiers qui ne veulent pas obtenir des régénérations dominées par le bouleau ou le charme, et également qui sont intéressés par la conservation d'essences de fort intérêt dans leur régénération, la conservation et la valorisation de ces espèces. En effet, de nombreux travaux peuvent être conseillés dans de nombreux sites, et ces travaux vont de la plantation, pour les sites où il y a carrément un blocage de la régénération et on a très peu d'installations de semis, jusqu'à des travaux
pour permettre de conserver la diversité, de doser les essences, également de conserver des bois de qualité sylvicole satisfaisante dans la régénération. On peut également passer par des plantations de compléments pour compléter les régénérations qui sont partiellement acquises avec des essences qui ne remplissent pas les exigences du propriétaire, par exemple. Donc voilà tout un panel de travaux qui est possible. Maintenant, je vais passer plutôt à la description vraiment du guide. Donc ce guide, il avait pour objectif de vraiment éclairer les décisions des propriétaires forestiers à partir d'une chose, c'est déjà aider à caractériser la régénération qu'on aura 20 ans après tempête à partir d'un diagnostic précoce. Et tout ça pour, à la fin, pouvoir fournir des conseils de gestion sur les travaux qu'il est possible de réaliser pour avoir une régénération qui est satisfaisante au bout de 20 ans. Donc, ce guide va avoir une zone d'utilisation restreinte et une zone d'utilisation étendue. Donc, la zone d'utilisation étendue, elle comprend toutes les grandes régions écologiques sur lesquelles on a au moins 10 dispositifs qui ont été remesurés en 2018. Et la zone d'utilisation stricte, c'est l'ensemble des sylvo-écorégions dans ces grandes régions écologiques qui présentent au moins un site. Donc voilà pour la zone d'utilisation de ce guide. Pour l'utiliser, comment on fait concrètement? Donc déjà, la première étape, ça va être de déterminer le type de régénération post-tempête qu'on a grâce à l'utilisation d'une clé. Donc cette clé, elle va se baser sur deux choses. Sur, premièrement, la densité et la composition de la régénération d'essence d'intérêt lors d'un diagnostic précoce, donc là, 3 ans après le passage des tempêtes. Et deuxième chose, le type de peuplement antécédent. Ensuite, une fois qu'on a déterminé le type de régénération post-tempête auquel on a affaire, la deuxième étape, ça va être de consulter la fiche de la régénération type qui va correspondre. Donc, on a dans ces fiches qui suivent un modèle, toujours le même modèle, on va caractériser la régénération de chaque type et on va aussi associer les conseils de gestion qui vont être ensuite décrits dans un second temps de manière plus précise dans des fiches techniques plus synthétiques et qui vont parfois concerner plusieurs types de régénération. Donc voilà la clé de détermination pour les peuplements dévastés qui permet d'aller à 8 fiches de régénération type qui vont être différentes et qui vont être détaillées dans le guide. Donc pour ça, on s'est basé, comme je le disais, sur la densité des semis, ici, et également sur le type de peuplement antécédent. Donc c'est ces deux informations qui nous permettent de définir à quoi on peut s'attendre 20 ans après tempête. Voilà. Après, je ne vais pas m'étendre plus sur le contenu de la clé de détermination, mais elle sera disponible du coup dans le guide. Alors, à partir de là, on va donc avoir plusieurs fiches de régénération qui vont être construites sur le même modèle, comme je disais, et on aura plusieurs informations, plusieurs rubriques dans ces fiches. Le premier, ce sera un titre, un nom, un identifiant rapide du type de régénération, avec ses principales caractéristiques. Est-ce que ce groupe est plutôt basé sur le type de peuplement antécédent, sur les essences de la régénération, des informations comme ça. Ensuite, dans un encart bleu, on va avoir la fréquence de ce type de régénération au sein de l'observatoire. Donc, évidemment, ça va dépendre fortement de l'échantillonnage qu'on a effectué dans l'observatoire. Ce n'est pas une valeur qui va être extrapolable à l'ensemble des peuplements qui ont été dévastés pendant la tempête. Ensuite, on va avoir une description générale du type de régénération avec éventuellement est-ce que cette régénération est acquise, est-ce qu'il y a plusieurs sous-types de régénération dans cette fiche, des informations comme ça. Ensuite, la chose suivante, c'est qu'on va avoir une étude de la dynamique, enfin des données sur la dynamique globale de la régénération. Donc séparé en deux rubriques. Donc en bleu foncé, là vous avez les données sur la densité, la dynamique de la densité
au sein de ces régénérations. Et en bleu-vert, on va avoir la dynamique de la composition. Ensuite, le point suivant qui va être développé, ça va être est-ce que ces sites-là vont avoir des caractéristiques écologiques et biologiques qui vont être identiques et qui va nous permettre de les séparer des autres. Par exemple, est-ce que ces sites-là sont tous des sites avec des peuplements antécédents résineux, ou bien est-ce qu'ils sont situés sur des pH plutôt élevés ou des informations de ce type-là. Pour finir, sur ces fiches types de régénération, on a un encart qui est conseil de gestion qui va développer de manière un peu succincte toutes les conseils de gestion qu'on propose dans ce cadre de régénération et qui vont renvoyer à des fiches techniques un peu plus précises. Donc, les fiches techniques que je présente juste après et qui, elles, sont construites de manière toujours sur un modèle identique. Donc, toutes les fiches techniques vont suivre le même modèle avec, pareil, un identifiant de la thématique ou de la pratique de sylviculture ou du type de travaux qu'on peut conseiller. Qui va développer dans une deuxième partie l'intérêt dans le contexte post-tempête. Ensuite, globalement, l'objectif de ces pratiques avec les dynamiques à prendre en compte. La rubrique d'après, elle, va plutôt développer les préconisations d'utilisation, les choses auxquelles il faut vraiment faire attention quand on choisit d'avoir recours à ces pratiques. Par exemple des choses sur la densité des plants ou des choses auxquelles il faut faire attention. Voilà. Alors maintenant, on peut passer rapidement à une mise en application. Si on considère par exemple on va donc, appliquer la clé. Si on considère qu'on est sur un site où on a une densité de semis de la liste L1, donc avec les bouleaux, les hêtres et les tilleuls qui est inférieur à 2500 semis, on est donc dans ce cas-là et on va aller consulter la fiche P1. Donc voici globalement à quoi ressemble la fiche P1. Donc on a toutes les rubriques que j'ai développées juste avant. Je vais aller plus précisément sur certains points pour que vous ayez une idée de quel genre d'informations vraiment on a dans ces fiches. Donc là, on retrouve l'intitulé de la fiche qui s'appelle ici « Régénération problématique ou forêt régénérée majoritairement en bouleau ». La fréquence au sein de l'observatoire qui est de 30% des sites. Et là, ce qu'on voit déjà, c'est qu'il va y avoir dans cette grande catégorie, deux sous-catégories qui va être le P1A avec les régénérations qui vont rester problématiques et le P1B avec les régénérations qui vont être acquises avec du bouleau. Donc voilà, on va se concentrer dans le cadre de cette présentation plutôt sur le deuxième cas qui est les régénérations acquises avec bouleau. Donc ces régénérations, elles, malgré le fait qu'il y ait une faible densité lors du diagnostic précoce, comme on l'a vu sur la clé, on va quand même avoir une acquisition de la régénération et elle sera majoritairement avec comme essence principale le bouleau. Ensuite, si on s'intéresse à la densité, l'évolution de la densité de semis, ici vous avez la densité de semis 3 ans après tempête et ici la densité de la régénération de plus de 5 cm de diamètre à hauteur de poitrine 20 ans après tempête. Et ce qu'on voit, c'est ce que je disais juste avant, que même si la densité 3 ans après tempête, elle est inférieure à 2500 semis à l'hectare, on a parfois des sites, donc c'est les sites avec une auréole bleue, qui sont les sites qui sont considérés comme régénérés avec comme essence principale le bouleau, qui ont une densité 20 ans après tempête qui est satisfaisante. Maintenant, si on s'intéresse à la composition, on voit que 3 ans après tempête, on avait déjà un certain nombre de régénérations qui avaient comme essence principale le bouleau, mais ce n'était pas le cas pour toutes. Donc ça, c'est une information qu'on peut retirer
de cette étude de la composition. Maintenant, concernant les caractéristiques écologiques et biologiques qui sont remarquables au sein de ces régénérations, de ce grand type de régénération, ça va être que le peuplement antécédent est souvent, très souvent résineux. Ensuite, également, ces régénérations sont caractérisées par une altitude qui est souvent inférieure à 300 mètres. Maintenant, on va passer à la dernière rubrique qui est celle des conseils de gestion. Et là, il y a deux cas de figure ici. Ça va être soit le propriétaire considère le boulot comme une essence d'intérêt. Dans ce cas-là, on peut tendre vers la production de boulot en croissance quasiment libre et se référer à la fiche travaux qui correspond à ce type de pratique. Et ça peut permettre une installation progressive des semis sous couvert dans un deuxième temps. Sinon, si le propriétaire ne considère pas le boulot comme une essence d'intérêt, on peut recourir à la plantation en plein ou bien la plantation aussi de compléments. Donc, en enrichissement pour, par exemple, profiter de l'amélioration de forme des semis qui sera permise par la couverture de bouleau. Également, permettre la protection contre l'insolation grâce à la couverture de bouleau et simplement économiser sur le nombre de plants à installer également. Voilà, donc là, c'est un exemple de fiche technique qui correspond au travail du boulot en croissance libre, mais que je ne vais pas vous détailler là et qui sera disponible évidemment dans le guide. Alors, les autres fiches aussi seront toutes disponibles dans le guide, évidemment. Alors là, on va passer à la deuxième phase de questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, on va essayer de les synthétiser. Voilà, c'est une partie un peu résumée alors qu'elle est très dense. On a essayé à la fois Lisa a essayé de vous montrer les principales dynamiques que nous on a repérées qui pourraient être intéressantes, notamment pour un sylviculteur, et puis de vous donner un aperçu de ce qu'il y aura dans le guide, hein, avec donc cette clé qui permet notamment de séparer les sites à acquisition très problématiques des autres. Et puis, ça débouche sur des fiches résumées descriptives et de conseils. Et quand les conseils semblent nécessiter, parce qu'on est en dehors des pratiques habituelles qu'on peut trouver dans d'autres guides, alors on a une fiche technique qui viendra en complément. Hein, le but, évidemment, par exemple sur les plantations, c'est pas de refaire un manuel de reboisement, c'est pas l'objet du projet. Hein. Donc, on n'aura pas de fiche technique sur comment reboiser. Ça, on va renvoyer sur des références existantes, bien entendu. Par contre, par exemple, sur l'histoire des boulots qui arrivent sur certains sites et où le propriétaire et le gestionnaire peuvent vouloir s'investir dans la production de boulots, ça, c'est peut-être un peu moins connu, plus original, etc. Et donc, là, on a fait une fiche technique qui donne quelques indications pour conduire ce genre de peuplement. Donc, voilà comment ça s'organise en cascade. La clé qui permet d'arriver à un premier niveau de description et de conseils très succincts, et puis complément par des fiches techniques quand le sujet nous paraît sortir un peu des pratiques, on va dire, les plus habituelles. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions nouvelles. Il y en avait quelques-unes qui ont été posées au fil de l'eau, donc je peux en faire état. Il y avait une question au départ sur quand on parle de diversité des essences, etc., est-ce que les sites qu'on a utilisés étaient souvent issus de plantations? Je dirais dans la grande majorité non, mais il y avait quand même effectivement des sites, notamment plantés en plaine par des résineux que sont l'épicéa ou le pin noir. Hein, donc il y a quelques sites comme ça. Il y a eu une question sur les blocages. Est-ce qu'on a beaucoup de blocages qui sont habituellement cités sur les régénérations? Pas tant que ça au final. Il y a quelques sites où effectivement une essence a pu coloniser, je pense notamment à la fougère-aigle, mais ça reste quand même de quelques sites qui ont évolué comme ça. C'est pas un phénomène général. Hein, donc les sites problématiques ne sont pas forcément envahis par des essences sociales.
Il y avait eu une question également sur est-ce qu'on a travaillé sur l'impact visuel des changements. Là, la réponse est clairement non. On est resté sur un aspect très technique. Je suis bien d'accord que c'est une question importante et qui peut concerner l'opinion publique, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu cette entrée-là puisqu'on a travaillé sur des petits sites et que cet impact visuel peut notamment se produire à une échelle qui est différente. Donc, nous, on n'a pas, comment dire, travaillé spécifiquement là-dessus. Je ne sais pas s'il y a eu des questions autres, Lisa. La distribution spatiale des signes d'intérêt. Oui. Donc, il y avait une question sur la distribution spatiale des semis d'intérêt. Ça, c'est important. Donc, dans l'Observatoire des peuplements dévastés, mais je crois que ça rejoint une considération habituelle. C'est vrai que il faut pas imaginer, mais je crois que personne imagine, pour ceux qui ont fréquenté ces sites, il faut pas imaginer une répartition absolument homogène des densités. Et puis, plus on a des sites avec des faibles densités, et plus on a parfois des aspects de paquets, de quelques SMI qui vont, au niveau des comptages, faire apparaître des densités un peu élevées, mais pas partout. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qu'on va, dans le guide, développer un peu. Ça pose notamment la question de comment effectuer le diagnostic que l'on préconise 3 ou 4 ans après une tempête et avec le fameux seuil de 2500 semis par hectare qui apparaît. Donc, comme l'a dit Lisa, le seuil, c'est pas 2500 et c'est une barre absolue. Il faut bien le prendre comme une zone d'alerte en disant attention, en dessous, nous on a constaté que très souvent ça allait pas bien se passer. Mais ça veut pas dire qu'à 2510 ça va bien se passer. Donc, il faut bien le prendre comme une zone d'avertissement. Et ça veut dire aussi qu'il faut arriver à quantifier cette densité de façon assez précise quand on fera le diagnostic d'un site. Et c'est vrai que quand on visite les sites peu régénérés, quand on est dans cette fourchette de densité, on a toujours l'impression de ne pas voir de SMI. Bon, ça c'est un truc général, quand il n'y en a pas beaucoup, on ne les voit pas, sauf quand on se met à les compter. Donc je pense que ce que l'on va conseiller, c'est bien d'avoir recours au comptage de semis avec des méthodes qui existent déjà. On ne va pas inventer des choses très exceptionnelles, mais se forcer quand même à avoir une approche comptable. Parce que si on se fie à une impression, souvent on va déclarer que le site est vide, alors que c'est peut-être pas tout à fait vrai, surtout quand les semis sont petits. 3-4 ans après la tempête, c'est pas toujours des semis d'1 mètre que l'on a, c'est souvent des semis beaucoup plus petits. Et ça peut être compliqué. Donc oui, dans le guide, il y aura une proposition de méthode pour effectuer ce diagnostic qui passera, si on veut le faire bien, par des systèmes de comptage. Il y a une question sur qu'est-ce qui était autorisé comme travaux dans l'observatoire. Donc, a priori, aucun. C'est-à-dire que les sites étaient bien en libre évolution. La question posée au départ était bien celle-ci. C'est au final, les dynamiques naturelles qui se mettent en place après une tempête, comment répondent-elles plus ou moins bien à des demandes et est-ce qu'il faut les corriger à un moment donné? Et donc pour ça, il fallait pouvoir observer sur un temps long en libre évolution. Donc effectivement, a priori, pas de cloisonnement, pas de dégagement, pas de plantation évidemment, etc. C'est ce que Lisa a montré tout à l'heure. Ça a conduit à devoir écarter en 2018 et 2019, là où les remesures ont été faites, les dernières, ça a conduit à écarter un certain nombre de sites, environ 30%, qui avaient fait l'objet d'un travail au moins partiel. Et donc, on les a pas remesurés et on les a exclus de l'analyse parce qu'on ne pouvait pas les comparer avec les autres sites. La zone d'utilisation oui. Qu'est-ce que ça signifie d'être hors de la zone? Donc, il y a une question sur la zone d'application du guide. Alors,
moi, je vais répondre en partie, puis peut-être que Pierre Gonin pourra compléter, ou Vincent Boulanger. Historiquement, hein, les premiers sites observatoires ont été installés en Lorraine et en Alsace. Hein, c'était à l'époque les financements qui avaient été obtenus portaient sur ces deux régions. Très vite, l'ONF et le CNPF ont proposé à leur initiative de compléter ce réseau qui était très quart nord-est, on va dire, par des sites beaucoup plus étendus en France. Et donc, c'est ce qui a été fait. Néanmoins, certaines régions, soit parce qu'il n'y avait pas de dégâts, soit parce qu'on ne pouvait pas mettre la même pression d'échantillonnage, n'ont pas été couvertes. Mais là, peut-être que Vincent ou Pierre pourrait peut-être donner 2 indications sur l'observatoire au niveau national. Oh oui, merci Eric. En fait, non, j'ai pas beaucoup plus de précision à donner que ce que tu viens de dire là. Hein. L'observatoire, il est un peu fonction des moyens qu'on a été capable d'y mettre. Voilà. Donc, oui, il y a des régions qui ont été un peu mieux couvertes que d'autres. Bon, on voit bien que ça suit quand même pas mal les couloirs hein, des 2 tempêtes, Lothar et Martin. Oui, juste pour compléter, effectivement, l'observatoire est vraiment fonction des zones qui ont été atteintes par la tempête. D'où la conséquence un petit peu de la carte d'utilisation du guide présentée précédemment par Lisa, qui est donc fonction des observations. Se posera certainement à un moment donné la question de l'extrapolation en dehors de ces zones-là. Si une tempête se produit par exemple en Bretagne, est-ce qu'on peut utiliser le guide ou pas? Mais ça, je dirais, c'est une question peut-être qui devra être traitée ultérieurement. Mais déjà, la zone couverte par le guide va être assez importante et donc utilisable sur une grande partie de la France. Oui, donc enfin voilà, c'est vrai que ça pourra en dehors des zones du guide poser la question de complément. Il faut aussi effectivement rappeler qu'il y a un deuxième peut-être, enfin a priori hein, sur la constitution de l'échantillonnage, outre tout ce que Lisa a dit. Jean-Luc Dupuy nous le fait remarquer à juste titre qu'il faut peut-être compléter notre présentation par ça. C'est que les sites, notamment de l'Observatoire des peuplements dévastés, donc celui dont on vient de parler, ont été aussi choisis au départ parce que le gestionnaire avait indiqué qu'il se posait des questions sur la régénération. Donc peut-être que l'Observatoire, de ce point de vue-là, s'intéresse globalement plus à des sites problématiques ou appréciés comme tels. Hein, ça peut être subjectif cette histoire-là, dès le départ. Ça pourrait conduire notamment à ce que la proportion hein, que l'on a de sites qui rencontrent des problèmes de régénération pourrait être, par exemple, imaginée un peu plus élevée que ce qu'elle peut être en réalité. Donc, c'est vrai que dans toute constitution d'échantillonnage, il y a toujours cette question de qu'est-ce qu'on met dedans. Nous, clairement, on a indiqué qu'il y avait certaines grandes régions sur lesquelles ça ne pouvait pas s'appliquer parce qu'on n'avait pas ou très peu de résultats, donc ça c'est assez clair. Mais à l'intérieur même de ce qui a été présenté, il est vrai que dès le départ, il y avait quand même cette idée de s'intéresser plutôt à des sites soit enfin, attendus problématiques, voire même considérés comme problématiques par les gestionnaires, même si au final, hein, il y a quand même 3/4 des sites qui, si on prend toutes les essences confondues, ne posent pas trop de problèmes. Petite précision également hein, sur les listes d'essences. Un certain nombre d'essences ne sont jamais considérées ni en essence d'intérêt, ni en essence, enfin, dans nos appréciations. Ça n'a pas été dit, mais par exemple, les saules ont toujours été considérés comme hors intérêt, même dans les listes complètes. Les considérant plus comme parfois des concurrents qu'autre chose. Donc on les a pas pris en compte hein, dans les essences d'intérêt. Ça a été la même chose pour le tremble, ça a été la même chose pour le sorbier des oiseleurs. Alors pour le sorbier, ça peut se discuter puisqu'on pourrait lui voir un rôle au moins d'accompagnement. Hein. Mais voilà. Et puis le cas du frêne. Alors
malheureusement, l'observatoire ne fait que confirmer les observations. Il est clair que le frêne, dans ces régénérations, a considérablement diminué. Il était très présent, ça devait être même la deuxième essence vraisemblablement de mélange post-tempête. Et aujourd'hui, il a beaucoup disparu. J'allais dire quasiment disparu, je crois que c'est à peu près ça. Hein. Donc le frêne aussi, on ne l'a jamais considéré comme une essence d'intérêt. Donc voilà, saule, tremble, frêne, c'est des choses qu'on a tout de suite exclues de toutes les listes pour juger de l'avenir d'un peuplement. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Lisa? Oui, oui. Donc là, je vais pas pouvoir répondre à la question, mais c'est vrai que enfin, j'en fais état, je ne sais pas si tout le monde a pu la voir, c'est la question qui dit, OK, vous conseillez un diagnostic 3 ans ou 4 ans après la tempête, ce qui pour nous, quelque part, est déjà, je trouve, personnellement, assez précoce. Hein, pouvoir dire un peu ce qui va se passer en faisant un diagnostic 3 ans après, c'est quand même relativement précoce. Oui, par rapport au plan de relance, c'est pas tout à fait non plus les axes qui sont annoncés en termes de cadencement des financements, mais c'est vrai que ça pose cette question de comment arriver à faire attendre un peu le propriétaire pour voir ce qui va se passer. Globalement, là, si on regarde tout ce qu'on observe, il y avait un intérêt à attendre. Je dis pas 20 ans. Clairement aussi, on voit, et ça a été signalé, qu'il y a une perte de diversité dans les essences et que ces essences, malgré tout, étaient présentes au départ. Donc, ne rien faire pendant 20 ans est certainement pas la solution et on verra que c'est encore pire pour les peuplements mités. Mais oui, attendre un peu, ça permet quand même à la végétation de s'installer. Pour la petite histoire, sur l'observation des peuplements dévastés, on est assez vite repassé en remesure. La réflexion à l'époque, notamment des phytosociologues, des écologues, était de dire le milieu va se refermer très vite et donc on va avoir une évolution rapide de la végétation. C'est pas ce qu'on a constaté. On a constaté que jusqu'à notre deuxième remesure, 2005-2006, eh bien, il y avait constitution perpétuelle du stock de semis, etc., qui arrivait. Et d'ailleurs, on n'a pas identifié le pic. Le pic est certainement peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans après, on ne sait pas. Par contre, après, ça redescend. Donc, il y a bien fermeture du milieu, mais elle n'a pas été aussi rapide que ce qu'on attendait. Et donc ça veut dire qu'effectivement, par rapport à des catastrophes qui pourraient arriver sur des peuplements, il faut peut-être se donner le temps d'attendre. Après, moi, je n'ai pas la réponse politique. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut compléter, peut-être Isabelle Wurtz ou Pierre ou Vincent, je ne sais pas. Oui, je peux dire un mot, je ne sais pas si vous me voyez. Donc Isabelle Wurtz là, pour la DRAF. Donc déjà, merci pour ces présentations très intéressantes. Alors j'avais une question un peu plus précise, justement avec un focus sur les cas des peuplements avec un antécédent épicéa, s'il y avait une tendance qui ressortait particulièrement, mais indépendamment de la réponse, on est quand même pour les premiers peuplements touchés par la crise des scolites, 3 ans après quasiment, 2 ans, enfin, avec un plan de relance qui va s'étaler sur 2021-22. Certes, c'est rapide, c'est tôt, mais au regard déjà des surfaces, on a la possibilité de faire ce diagnostic et de prendre des choix. Par ailleurs, j'ai le sentiment que, indépendamment du fait qu'il y a un intérêt à attendre pour avoir de la régénération, quand bien même on aurait un certain nombre de travaux, on n'est pas obligé d'être destructif sur la régénération présente. Je pense en particulier avec des modalités de plantation par placeau qui peuvent être aussi une façon d'avoir un complément intéressant et de travailler de façon mixte en essayant de tirer profit à la fois de la dynamique de la régénération naturelle qui viendrait probablement plus lentement qu'un certain nombre de décisions politiques, et j'entends la remarque, tout en ayant quand même une forme d'enrichissement, avec la volonté aussi de pouvoir introduire des essences non seulement qui participent à la biodiversité, mais aussi qui auront des capacités peut-être plus adaptées de résister à des épisodes de sécheresse. Voilà, dans tout
ces enjeux d'adaptation au changement climatique. Ok, oui, j'avais un peu zappé la question, mais je l'avais pas oublié sur effectivement la question de qu'est-ce qui s'est passé sur les résineux introduits à basse altitude, notamment avec les boisements à FFN. Hein. Donc on en a quelques-uns qui sont en épicéa ou en pin noir. Hein. Sur le pool que l'on avait, il y a 50% qui ont loupé. C'est-à-dire que la régénération n'est pas acquise, mais en général pas acquise du tout. Hein. Et puis, il y en a 50% où ça s'est plutôt bien passé, mais pas en régénération résineuse. Hein. Ce qui est arrivé, c'est plutôt de la régénération feuillue, avec peu de résineux derrière. Donc, et les situations intermédiaires, pas si même pas nombreuses du tout. Hein. C'est plutôt, c'est compliqué, hein, la moitié des sites. Et dans l'autre cas, il y a eu des acquisitions feuillues. Dans les tournées de formation qu'on est en train de mettre sur pied, là, justement, il y a un de ces sites, pas très loin de Nancy, qui va être visité, où derrière une plantation de pin noir, qui est complètement tombée, hein, eh bien, il y a entre 5 et 8 essences de feuillus différentes qui se sont installées, et il y a suffisamment de diversité et de tiges d'avenir qui se sont installées. Mais à côté de ça, il y a aussi des explantations d'épicéa où derrière, il y a quasiment rien. Donc, il y a pas vraiment d'intermédiaire. Bon, le diagnostic à 3 ans ou 4 ans le faisait assez clairement ressortir, puisque l'évolution n'était pas du tout la même en termes d'installation de semis 3 à 4 ans après le début de la tempête. Il y avait une autre question sur est-ce qu'il y a eu des expérimentations de plantation de bouleaux sous couvert. Donc, dans le cadre de l'observatoire, évidemment pas. Hein. Et personnellement, je pense que cette histoire de sylviculture du bouleau et tout ce qu'on peut en tirer, soit sur de l'acquisition de régé naturel, soit pour aider à planter, ça c'est l'objet, à mon avis, encore d'un champ de R&D. Tout n'est pas figé, loin de là, en la matière. Et sans rentrer dans les détails, il y aura quelques projets. Je pense notamment à un projet Interrègle qui vient de se débloquer dans la grande région entre l'Allemagne, la Wallonie et la France, sur lequel on va aussi travailler là-dessus, hein, parce que c'est des champs pour lesquels les sylviculteurs des différents pays peuvent peut-être apporter des choses complémentaires. Hein, et donc, je pense qu'on pourrait tirer parti de situations que l'on constate dans ces différents pays de façon différente. Et donc, il y a des choses intéressantes, je pense, à montrer. Donc oui, ça fait partie des préoccupations, mais dans le cadre de l'observatoire, malheureusement, on n'avait pas d'expérimentation de plantation. Est-ce que sur la montagne, il y a eu des sites échantillonnés? Oui. Faut être clair, moins que sur la partie plaine et basse colline. Hein. Mais il y a quelques sites, effectivement, en montagne, dans les Vosges, mais aussi en Haute-Loire, etc., qui ont été inclus dans les observatoires. Donc oui, on a aussi des résineux de montagne, notamment les sites à sapins qui ont connu des difficultés, hein, globalement, pour se régénérer, et généralement qui sont régénérés de façon beaucoup plus mélangée, notamment avec du hêtre, hein, que ce que la composition du peuplement antécédent pouvait laisser penser. C'est là aussi qu'on peut soupçonner peut-être le déséquilibre faune-flore dans un certain nombre de cas. Voilà, l'heure tourne, donc je vous propose de passer assez rapidement maintenant au peuplement mité. Vous allez voir que ça va aller plus vite pour l'instant. On a mis quelques constats, mais dans la version finale, ça va être un peu plus fouillé et étayé, mais je vais vous présenter juste rapidement quelques constats sur les peuplements mités. Voilà, donc sur les peuplements mités, donc vous avez le diaporama qui vient de s'afficher. Il y a eu la même approche, hein, sur l'évaluation de ce qu'on pouvait attendre d'une acquisition de régé dans des petites trouées, hein, puisque là on parle vous allez voir, de petites trouées. Donc vous avez les différentes étapes qui sont les mêmes, hein, que celles de l'OPD que l'on a franchies. Évidemment, par contre, les caractéristiques pour dire qu'une régénération dans une trouée est acquise sont pas les mêmes.
Il y a peut-être deux choses, sans rentrer trop dans les détails, qui sont importantes à souligner. On s'est intéressé dans les petites trouées, comme le montre le schéma sur la droite, en haut, à qu'est-ce que c'était qu'une ouverture dans le peuplement. Et donc, on a, bon, les arbres de bordure étaient positionnés, et donc on a mis un buffer tout autour de 4 mètres, en disant que ça, c'était aussi les branches, et donc que c'était pas vraiment de l'ouverture dans la canopée. Donc, quand on a fait des calculs de densité, on les a ramenés à la partie vert clair, hein, qui est sur le schéma. Et ensuite, la question s'est posée évidemment de qu'est-ce qu'on pouvait dire sur la densité d'une régénération acquise dans une trouée. Et donc là, vous avez les étapes que l'on a franchies en considérant, c'est un peu résumé, hein, que un houppier de gros feuillus, ça représentait à peu près 150 mètres carrés et qu'un gros houppier de résineux, c'était plutôt 70 mètres carrés. Et donc, on s'est dit, dans cette trouée, si on produisait des gros bois avec des gros houppiers, eh bien, combien d'arbres il faudrait à terme avoir pour remplacer ce qui est tombé. Et puis, pour chaque arbre, chaque gros arbre, on a considéré qu'il fallait 3 perches d'avenir et dominantes pour remplacer un gros bois à terme. Et donc, ça aboutit aux densités seuil résineux et feuillus qui sont apparus sur le petit tableau en bas à droite. Hein, donc 2 centigectares de feuillus et puis 430, hein, si on ramène à l'hectare, ce qu'il nous faut dans une trouée. C'est ces seuils-là qui nous ont permis d'aborder le classement des sites. Alors, ce qu'il faut, nos principaux constats pour l'instant sont ceux qu'on a résumés ici. Donc, il y avait en termes d'installation des semis, donc là on parle bien de l'installation et pas forcément de la croissance, 95% des sites avec antécédents feuillus sont régénérés avec plus de 5000 semis à l'hectare, en général des très grosses densités. Donc, l'arrivée des semis n'est pas un problème. Par contre, pour les sites à antécédents résineux, on en a beaucoup moins dans l'observatoire. Eh bien, on a très très peu de semis, et d'ailleurs, c'est souvent des semis feuillus. Donc, ces peuplements résineux-là sont tous des peuplements résineux de plaine, hein, moins de 400 mètres, et souvent donc des peuplements qui ont été introduits. Quand la régénération feuillue, donc dans les peuplements antécédents feuillus, s'installe, évidemment le hêtre et le charme sont quasiment tout le temps présents, pas tout à fait vrai, mais c'est quand même la marque, hein, un peu de fabrique des trouées. Mais au départ, il y a quand même les 3/4 des trouées qui ont aussi des chênes et des feuillus précieux en mélange en termes d'installation, hein, et souvent avec des densités non négligeables. Ce que j'ai pas dit aussi, hein, c'est que ce que je rappelle, c'est que les peuplements, l'observatoire des peuplements mités, lui, il est essentiellement basé en Lorraine, hein, pour des questions de financement au départ. Donc, on est sur un cercle plus restreint. Il y aura une carte tout à l'heure qui vous montrera ça. Ensuite, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'acquisition, c'est-à-dire 20 ans après, qu'est-ce que l'on peut dire? On peut dire que si on considère toutes les essences, y compris le charme et le tilleul et le bouleau, mais surtout charme et tilleul comme faisant partie des essences d'intérêt, il y a les 2/3 des sites qui sont acquis, avec les critères que j'ai mentionnés. Si par contre on enlève charme et tilleul, là on tombe simplement à un gros tiers acquis et majoritairement en hêtre. Et puis, malheureusement, dans tous les cas ou presque, on a une perte extrêmement importante des chênes et des feuillus précieux dans la libre évolution. Donc, si on veut conserver la diversité des essences, il est clair que ne rien faire pendant 20 ans sur une trouée, c'est pas la bonne solution. Bon, ça, on le connaissait par ailleurs, hein, mais là, on en a en plus. On peut aussi soupçonner donc aussi une pression des cervidés sur certains sites, mais réellement, donc la difficulté de croissance des chênes et leur difficulté en termes de compétition avec le hêtre, charme et tilleul, ça rejoint beaucoup d'études dont Catherine, sans doute Collet, pourrait parler, mais qui vont toutes dans le même sens, et dans les petites trouées, on n'y échappe pas. Bon, et comme je le disais, pour rappel, les peuplements antécédents résineux ne se sont pas, sauf un, régénérés de façon satisfaisante. Donc, comme pour l'OPD, on a fait une clé de détermination qui permet, alors là, on est passé en première mesure à 6 ans, donc ça sera, voilà, mais je pense que le diagnostic pourrait peut-être être posé avant, mais en tout cas, donc à 6 ans, on s'est basé sur nos données pour faire cette clé de détermination.
Je dirais que cette clé de détermination, pour moi, a un intérêt un peu moindre par rapport à celle de l'OPD, parce que laisser la trouée en libre évolution, ça veut dire que souvent, on aboutit soit à des régénérations qui ne sont pas acquises, soit avec des régénérations acquises, mais très peu diversifiées, en termes d'essence notamment. Et là, on rejoint la question du changement climatique, notamment avec la perte d'un certain nombre d'essences comme les alisiers, chêne Cécile, etc., qui feront peut-être défaut par la suite. Donc, je ne suis pas sûr que voilà, élaborer une clé soit un outil aussi intéressant et j'allais dire performant que dans le cadre de l'OPD. Néanmoins, donc on l'a fait. Donc, cette clé de détermination s'applique, vous voyez, sur une zone d'utilisation qui est beaucoup plus restreinte, puisqu'on avait un observatoire qui était essentiellement basé sur la Lorraine. Voici la clé lorsqu'on considère que on est sur un peuplement antécédent feuillu. La clé du peuplement antécédent résineux, elle est simple, c'est que généralement, il n'y a pas d'acquisition de rejet valable. Et donc, cette clé, ici, est faite quand on considère que le charme et le tilleul ne sont pas des essences d'intérêt. Mais on a une autre, dans le cas où on considère que le charme et le tilleul sont des signes d'intérêt. Ce qui est intéressant dans cette clé, c'est de regarder ce qui permet de classer différemment les sites. D'abord, on retrouve la surface de la trouée. Donc, vous voyez ici que dès qu'on est à moins de 650 mètres carrés d'ouverture de canopée et grosso modo moins de 10 arts de trouée si on considère les arbres de bordure, eh bien, on a des soucis importants d'acquisition de rejet, quelles que soient les essences. Ensuite, il y a deux choses qui ressortent, et c'est la même chose quand on rajoute les charmes et les tilleuls, mais inversé. Il y a le fait de savoir si des tilleuls sont présents dans la régénération. En général, donc, quand ils sont présents dans la régénération, vraisemblablement, c'était peut-être des rejets, mais qui étaient sans doute isolés, hein, mais peut-être des rejets, et en tout cas, ils sont très vigoureux. Et généralement, ils ne permettent pas aux autres essences diverses de facilement s'installer. Et puis après, l'autre cas, c'est est-ce qu'il y a du hêtre ou pas. Comme je le disais, l'essentiel des sites des peuplements mités sont acquis, notamment parce qu'il y a une composante hêtre qui s'exprime et qui est dans les dominants. Quand il n'y a pas de hêtre dans la régénération, ce qui arrive pas souvent, mais ce qui arrive sur certains sites, eh bien, cette composante d'acquisition de hêtre dominant ne s'exerce pas, et donc, ça donne des sites où l'acquisition est faible. Et puis enfin, donc une fois qu'on aboutit, il y a effectivement un diagnostic à faire sur la densité de semis, qui cette fois-ci est plus haute que l'observatoire des peuplements dévastés, c'est ce qu'on avait déjà vu, ça se régénère mieux, ça s'installe mieux, et il faut regarder si effectivement on a plus ou moins du semis voilà, dans cette case-là. Ce qui est intéressant, ce qu'on est en train de développer, donc aujourd'hui c'est vraiment un résumé, ce qu'on est en train de développer pour la version finale, c'est les remarques qui ont été à côté de cette évolution. Et je pense qu'on a donc pour les antécédents résineux déjà une, c'est il va falloir raisonner l'investissement par rapport à l'avenir du peuplement adjacent, parce qu'effectivement, on est essentiellement sur des peuplements de basse altitude, quid de l'épicéa à moins de 400 mètres. Donc même si une trouée se régénère ou pas, peut-être que la question c'est l'ensemble du peuplement qui se pose derrière. En tout cas, une solution serait éventuellement d'introduire des essences feuillues par plantation en collectif. Dans le cas des peuplements antécédents feuillus, qui sont bien plus nombreux dans l'observatoire, on en a, je crois, une cinquantaine, l'installation des semis est souvent très satisfaisante en densité et en diversité. Donc, c'est pas l'installation qui est problématique. Par contre, très rapidement, il va falloir gérer le peuplement environnement parce qu'on a un problème de quantité de lumière qui favorise les essences comme le hêtre et le charme au détriment des autres. Il faudra inévitablement réaliser des dégagements et des nettoiements si on veut conserver la diversité des essences. Sinon, ça va vers le hêtre et le charme. Évidemment, la protection contre les cervidés, le cas échéant. Et puis, ça peut être l'occasion éventuellement, dans ces trouées, mais assez rapidement, d'enrichir avec des essences encore plus résistantes si jamais elles ne sont pas présentes vis-à-vis des sécheresses estivales. Donc, pour résumer, sur l'observatoire des peuplements mités, la phase d'installation est plutôt très satisfaisante, on va dire, sauf dans les résineux. Et par contre, la phase de croissance mérite une attention forte du gestionnaire pour adapter la taille des trouées au fur et à mesure de l'évolution des choses, enfin de la croissance des semis, et il faut l'accompagner vraisemblablement
par des travaux spécifiques. Et ça, donc, c'est la partie qu'on est en train de terminer d'écrire. Voilà. J'en ai fini pour l'Observatoire des peuplements mités. S'il y a quelques questions, on peut en prendre quelques-unes, mais je vois que l'heure avance. Là, il nous reste peu de temps. S'il y a quelques questions, des questions aussi générales sur les deux observatoires, c'est le moment d'en poser quelques-unes si vous le souhaitez. Et puis je reprendrai donc 30 secondes la main dans maximum maintenant 5 minutes pour arriver à la conclusion. Donc la place est aux questions. Est-ce qu'on pourra visualiser le en ligne dans la présentation? Est-ce que les recommandations peuvent s'appliquer au couple aussi? Est-ce qu'on peut provoquer des ouvertures Alors, il y a deux questions. Donc, il y en a une qui est sur le webinaire. Donc, oui, le webinaire est enregistré, donc on le mettra en ligne. Donc, ça, vous le trouverez sur le site également qui était visé dans l'invitation. Il y a une question également sur y aura-t-il des préconisations sur les coupes à effectuer? Alors, je présume que ça concerne plutôt les peuplements mités, puisque les peuplements dévastés, comme on l'a dit, il y a plus grand-chose au-dessus, même s'il y a quelques préexistants. Donc oui, il y aura des préconisations sur surtout le moment où il ne faut pas trop attendre si on veut avoir des régénérations d'essence plus héliophiles qui puissent être conservées dans les trouées. Donc très clairement, ce qui est sorti, c'est que les très petites trouées, quand on va revisiter les sites 20 ans après, on se demande même parfois pourquoi on a installé un observatoire sur des si petites trouées. Donc les trouées où il y a moins de 200 mètres carrés de canopée libre quasiment, c'est peut-être pas une question. Pour nous, ça en était une parce que ça va nous servir dans l'échantillonnage pour aller vers les faibles lumières. Donc ça, c'était intéressant. Mais au niveau du gestionnaire, ça allait beaucoup moins. Donc moins de 200 mètres carrés, je pense qu'il ne faut pas trop s'y intéresser. En dessous de 600 mètres carrés à peu près, là, effectivement, les trouées sont très petites et on montre que, évidemment, les essences comme le hêtre, le charme, vite la peau des autres. Donc, il faudra forcément donner sans doute un peu plus de lumière, mais néanmoins, il ne faut pas oublier que même dans les grandes trouées, et ça, je pense que ça rejoint des travaux de Catherine Collet et qui avaient été faits antérieurement sur les observatoires et ailleurs, c'est pas parce que la trouée est plus grande que ça suffit à tirer, par exemple, le chêne sessile d'affaires. La compétition avec du hêtre et du charme qui sont au même niveau dans la trouée reste extrêmement forte. Et donc, sans travaux, c'est compliqué. Mais peut-être que Catherine peut compléter sur ce point. Catherine? Bon, je ne sais pas si Catherine avait des problèmes de connexion tout à l'heure, donc peut-être que malheureusement, ça ne s'est pas complètement arrangé. Donc, mais c'est quelque chose qu'on a sur plusieurs travaux, notamment les travaux de thèse, etc., qui montrent que malheureusement, même en mettant plus de lumière, c'est quand même le hêtre et le charme qui en profite, enfin le hêtre surtout qui en profite vis-à-vis du chêne. Et donc, ça ne suffit pas. Il faut aussi faire des travaux. Je pense que les choses importantes autour des trouées, c'est quand même ne pas conserver des trop petites trouées, avec le petit bémol aussi que il y a aussi pas que la trouée qu'on imagine avec de l'éclairement direct, mais il y a aussi le masque tout autour, et on a beaucoup de sites qui sont des anciens taillis sous-futés, et donc évidemment la permanence, la rémanence du taillis fait aussi qu'il faudra travailler dans le taillis autour des trouées. Ça, c'est important. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce qu'on va conclure? Parce que je vois que l'heure avance. Une dernière question, non? C'est bon? Alors, mauvaise régénération des peuplements résineux. En plus, c'est un petit peu d'actualité, donc on va peut-être clore sur cette question. Est-ce que c'est lié au problème de graines? Est-ce que c'est lié au problème de station? Problème de station, on ne l'a pas complètement identifié celui-là, c'est-à-dire que
a priori, on avait des stations un peu différentes les unes des autres. Ça vaut pour l'OPD comme pour l'OPM, hein, mais la marque constante, c'est quand même que les peuplements résineux de plaine introduits dans l'OPM sont problématiques et dans l'OPD sont à 50% problématiques, et c'est pas tout au même endroit. Donc il y a quand même quelque chose là qui voilà. Alors est-ce que c'est après une histoire de maturité du peuplement? Ça peut être le cas pour les plus jeunes, c'est peut-être un peu moins le cas pour les plus vieux. Est-ce que c'est aussi une hypothèse sur l'état de la litière, hein, du sol? Est-ce qu'il est réceptif ou pas dans des peuplements résineux qui aussi n'ont pas forcément été très éclaircis, s'ils sont relativement récents? Tout ça, ça joue, et pour l'instant, on n'a pas toutes les réponses. Ça fait partie aussi des questions qui sont posées dans les projets suivants, hein, notamment le projet Interreg, c'est de mettre un focus aussi là-dessus, notamment par rapport à la crise sanitaire liée aux scolites. Je suis pas sûr qu'on puisse faire un copier-coller de la tempête pour dire ça aura exactement les mêmes effets que les scolites T1, mais il y a quand même des points de ressemblance. Donc nous, notre opinion, hein, on va parler d'opinion ici, c'est que vraisemblablement, on ne sera pas forcément dans des situations très favorables. Et qu'il va falloir faire attention à ces histoires de diagnostic et aux évolutions derrière qui risquent, dans un certain nombre de cas, pour des résineux en plaine en tout cas, de poser problème. Je vous propose maintenant de terminer parce que l'heure, il ne reste plus que 6 minutes et ça va couper après. Donc, je voulais terminer d'abord en vous remerciant de votre attention. C'est toujours un peu compliqué de suivre ce genre de choses. J'espère que c'est des questions un peu compliquées, donc qu'on a été assez comment dire, explicite sur ce que l'on veut produire. J'attire à nouveau votre attention que c'est pas une fin et que à compter du 2 novembre sur le site du projet, vous aurez en ligne une version provisoire complète de ce qu'on a appelé le guide, hein, tout ce qu'on a présenté aujourd'hui, OPD, OPM, et donc n'hésitez pas à nous faire remonter des commentaires, des améliorations possibles, des modifications, etc. Je voulais remercier aussi tous les intervenants, donc les partenaires du projet. Merci également à la DRAF de nous avoir suivis et encouragés sur ce projet. Voilà moi ce que je voulais dire sur le projet, et j'en termine pour dire que dans les 5 minutes qui restent, on va vous laisser les 5 minutes, les 4 minutes maintenant de RAB. Il va y avoir un petit questionnaire en ligne sur 2 questions, donc vous allez pouvoir répondre très rapidement, de façon à dire si ce webinaire vous a apporté ou pas quelque chose. Il y aura un complément de questions par mail qui vous sera adressé ultérieurement, très rapidement, un peu plus sur le fond, hein, du contenu, du guide, déjà pour avoir une réaction à chaud. Merci à tous et très bonne fin de journée.